Ce drame n'aurait jamais dû arriver. Tout était en place pour l'éviter. Pourquoi les policiers de Québec se permettent-ils de faire encore et encore des vérifications une fois l'ordonnance de la Cour connue plutôt que d'intercepter sans délai l'individu visé? Comment les parents de Québec peuvent-ils avoir confiance en un système aussi lent et broche à foin? Celle que vous venez de voir, c'est la mère d'un homme de 30 ans qui s'appelle Kim Lebel, qui est accusé d'avoir tué son voisin, Jacques Côté, à Lac-Saint-Charles, à Québec. La santé de Kim Lebel, selon ses parents, s'était dégradée. D'ailleurs, ils avaient avisé les policiers. Ils sont venus rencontrer le fils, mais ils n'ont pas jugé qu'il devait intervenir. Alors, les parents sont allés plus loin. Ils sont allés chercher une ordonnance d'un juge pour que leur fils soit vu par un psychiatre. Ils sont allés porter cette ordonnance aux policiers, mais les policiers ont mis plusieurs heures avant d'agir et c'était trop tard. Kim Lebel s'en était pris à son voisin. Il l'a attaqué en pleine rue avec une barre de métal et son voisin est décédé. La question qu'on pose ce soir, c'est est-ce qu'on a les bons outils pour venir en aide aux personnes qui souffrent de maladies mentales quand elles vont mal et qu'elles refusent de consulter? Il y a un psychiatre qui pense que non et que c'est le temps maintenant de changer les choses, même changer la loi. Docteur Gilles Chamberlain, que vous connaissez bien, psychiatre à l'Institut Philippe Pinel, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, docteur Chamberlain. Bonsoir. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans notre système? Ça fait plusieurs années qu'on le dit. Depuis que la loi P38 existe, ce qu'on exige, c'est que le patient présente un danger. Il y a comme deux niveaux. Si on veut qu'un agent de la paix puisse intervenir, ça prend un danger grave et immédiat. Et évidemment, un danger grave et immédiat, la barre est très, très haute. Et en plus de ça, c'est souvent les agents de la paix qui vont l'évaluer. Il faut que quelqu'un soit extrêmement psychotique pour pas se calmer quand les agents de la paix viennent l'évaluer. Donc, malheureusement, souvent, les agents de la paix sont pris avec ce critère-là, vont considérer que le danger n'est pas nécessairement immédiat, vont se retourner vers la famille, ils vont dire, écoutez, il faut passer au deuxième niveau. Il faut que vous allez démontrer à un juge que la personne présente un danger. Et ça, cette pauvre famille-là qui l'avait fait, c'est une expérience extrêmement pénible. Premièrement, ça prend du temps, ça coûte de l'argent, il faut engager un avocat. Il faut surtout s'antagoniser la personne. Dans le fond, on veut l'aider, la personne. C'est notre fils, c'est notre père. On va en cours pour ça. Et quand on arrive dans le système adversariel, c'est le père contre le fils, comme si on était contre notre fils quand on veut l'aider. C'est extrêmement pénible pour une famille comme procédure. Mais encore là, il faut que la famille démontre un danger. Sinon, le juge n'émettra pas cette ordonnance-là. Il faut se souvenir là, qu'on ne veut pas nécessairement garder quelqu'un hospitalisé, on veut simplement le faire évaluer. Et lorsque cette ordonnance-là est appliquée, la personne va rester un maximum de 24 heures si un psychiatre considère qu'elle n'a pas besoin d'être gardée à l'hôpital. Si un psychiatre considère qu'elle a besoin d'être à l'hôpital, il va demeurer un autre 24 heures, 48 heures maximum avant que deux psychiatres l'évaluent. Et ça prend deux psychiatres pour qu'on puisse le garder. Et même là, il va falloir retourner devant un juge pour le garder. Donc, on est loin là, de penser que notre système fait qu'on va garder les gens pour rien. D'autant plus qu'en ce moment, les hôpitaux débordent. La tendance est beaucoup plus à donner des congés à des gens qui en ont besoin. Donc, ce système-là qui exige un danger fait qu'on attend une manifestation d'un danger. Je ne sais pas combien de familles m'ont appelé et ont dit, écoutez, on l'a amené notre fils à l'urgence, il est évalué, ils ont donné congé le lendemain. À partir du moment où il ne présente pas un danger grave, immédiat, on ne peut même pas le mettre en garde préventive. On a un autre critère qui existe pour traiter quelqu'un contre son gré. À partir du moment où quelqu'un est inapte à consentir, on peut aller devant un juge de la Cour supérieure, que ce soit pour un traitement, que ce soit pour un hébergement, que ce soit pour des tests, des examens. Et là, le juge va simplement se demander, est-ce que cette personne-là est apte à consentir? Et si elle n'est pas apte, il va un peu se substituer à la personne, poser beaucoup de questions et dire, regardez, là, si j'étais à l'appel de cette personne-là, là, compte tenu des effets secondaires, compte tenu si on ne traite pas, c'est quoi les choix? Et le juge peut exiger qu'on traite une personne. C'est quelque chose qui est sérieux là, de traiter quelqu'un contre son gré. Pourquoi on n'aurait pas le même critère pour pouvoir faire évaluer quelqu'un? Ça devient à peu près impossible de faire de la prévention si on attend que quelqu'un soit en danger. Ça fait à peu près 20 ans que je le dis. À chaque fois que je le répète, dans les médias sociaux, le lendemain, il y a un déferlement qui pense que je suis un fasciste. Absolument pas. C'est vrai, il y a beaucoup de résistance. De quoi les gens ont peur quand ils vous écoutent parler comme ça? Vous dites que ça provoque beaucoup de réactions. Les gens ont peur de quoi, en fait? Les gens ont peur qu'on abuse Premièrement, les gens pensent que les médecins, en ce moment, ont un pouvoir. Les médecins n'ont aucun pouvoir. On retourne devant les tribunaux pour se faire valider à peu près à chaque fois, sauf pour la garde préventive. Là. Et les gens restent sur l'idée qu'on pourrait garder quelqu'un trop longtemps. En travaillant à Pinel, mes collègues et moi, on les voit arriver. Le drame, c'est cette personne-là qui est décédée. Le drame, c'est la famille. Mais le patient lui-même, si on présume là, que c'est un patient. Le patient lui-même se retrouve avec une accusation de meurtre. Il va devoir vivre avec ça toute sa vie. Il va falloir le soigner pour le sortir de sa maladie. Puis après ça, il va falloir qu'il vive avec ça.
C'est aux patients qu'on pense là, quand on demande la possibilité de les évaluer avant qu'ils deviennent dangereux. Je suis totalement pro-patient quand je dis ça, là. Et je le répète, l'idée qu'on pourrait abuser, garder des gens pour rien dans notre système de santé, il faut être allé dans les urgences pour voir qu'on garde personne pour rien trop longtemps, Et là. ça me donne l'impression souvent qu'on oublie l'impact sur les familles aussi. Parce que vous les côtoyez, les familles, vous les avez côtoyées tout au long de votre pratique aussi. Il y a des familles qui vivent dans la peur quand ils ont un proche, une personne qu'ils aiment, là. Quand on parle de votre enfant, c'est quelqu'un que vous aimez profondément. Mais quand la personne se désorganise, tombe dans des délires, par exemple, et devient menaçante, c'est la famille qui porte tout le poids, mais qui porte aussi aider cette personne-là, subvenir à ses besoins. On ne veut pas qu'il se retrouve dans les rues puis qu'il aille grossir les rangs encore des gens qui se retrouvent sans abri. Parlez-moi de l'impact pour Absolument. les familles. Absolument. Quand on s'était présenté à Québec, c'était avec la présidente de l'Association des Amis des schizophrènes et tous ces membres de famille-là. Il n'y a pas une semaine où on ne parle pas à quelqu'un qui dit, mais écoutez, je ne sais plus quoi faire. Puis quand on est obligé de leur dire, il faut que vous attendiez qu'ils présentent un certain danger pour être capable de vous activer le danger, tout le monde dit, ça n'a aucun bon sens. Ce qu'on voit là, c'est la pointe de l'iceberg. Il y a combien de familles qui s'inquiètent pour un proche qui commence à aller mal? Il y a combien de familles qui vivent carrément dans la peur? Parce qu'ils voient que ça se dégrade, ils voient qu'ils perdent le contact avec cette personne-là. L'enfant qu'ils ont toujours connu change, se referme, devient hermétique. Des fois, il va essayer de s'auto-traiter avec des drogues lui-même. On perd le contact et on voit ça glisser et on panique. Et on ne peut pas exiger de cette personne-là qu'elle se fasse évaluer tant qu'elle ne présente pas un danger. Écoutez, pour les familles, c'est complètement décourageant. Vous dites, bon, ça fait peur aux gens quand vous abordez le sujet, mais est-ce qu'il y a des oreilles attentives quelque part? Est-ce qu'il y a une oreille attentive quelque part du côté du ministère de la Santé, du côté du gouvernement ou du ministère de la Justice? Parce qu'il y a plusieurs ministères qui sont concernés par un dossier comme ça. Effectivement, mais il y a beaucoup de groupes de pression. Puis je les comprends aussi, là, c'est une atteinte aux droits et libertés. Fondamentalement, on peut être contre le principe d'exiger que quelqu'un se fasse évaluer contre son gré. Je le comprends aussi. Il y a des gens qui sont tenants d'une règle pure et dure. On ne devrait jamais rien imposer à personne. Mais ce n'est pas pour les autres. C'est pour la personne elle-même. La personne qui va se retrouver, là, quand on va traiter sa psychose, qui est accusée d'avoir fait un meurtre, qui va vivre ça le restant de ses jours, et qu'elle est totalement incapable d'empêcher ce qu'elle va faire parce qu'elle n'est pas elle-même. C'est au patient lui-même qu'on pense, là. Et je le répète, il n'est pas question ici de garder quelqu'un, il est simplement question de le faire évaluer. Si les évaluations concluent qu'il a besoin de demeurer à l'hôpital, encore là, il y a un juge qui va entériner tout ça. Donc, d'attendre un danger objectif avant de pouvoir ouvrir la machine, il y a quelque chose là-dedans qui nous empêche de faire de la prévention. On nous rapporte du côté des policiers, entre autres, que les interventions dans leurs membres là, liées à la santé mentale, que c'est en hausse. Avez-vous l'impression que la situation générale se dégrade justement pour ce qui est du suivi, puis du traitement, puis de la prise en charge des personnes qui ont des problèmes de santé mentale? Malheureusement, je pense que oui. Les gens qui sont laissés à eux-mêmes vont essayer de s'auto-traiter. Souvent, vont prendre des drogues, fait que là, le problème arrive en double. Comme je vous dis, c'est extrêmement difficile d'amener quelqu'un à se faire traiter. Donc, l'État va empirer. Il y a un autre enjeu ici, c'est que plus on tarde avant de traiter quelqu'un, plus ça va être difficile de le traiter et plus ça peut laisser des séquelles. Si on peut prendre ça rapidement, on peut éviter que l'état se chronicise d'un patient. Fait que malheureusement, je pense que oui, on croise tous des gens c'est évident qu'ils auraient besoin de soins des fois dans la rue, mais on attend qu'ils présentent un danger. Et je comprends les policiers aussi, parce que même les médecins, les gens font des plaintes, les gens ont des avocats, c'est leur droit, c'est correct. Mais à partir du moment où on n'a pas respecté ce droit-là, si on garde quelqu'un sans avoir la preuve qu'il présente un danger grave et immédiat, on porte flanc à des plaintes. Les policiers, même chose. S'ils interviennent sans qu'ils soient capables de démontrer qu'il y a un danger grave et immédiat, fait que je comprends que parfois, ils vont dire à la famille, bien non, allez chercher un ordre de cours, là, on va y aller. Puis dans ce cas-ci, ce qui est dramatique, c'est qu'à partir du moment où il y a un ordre de cours, mais pour eux, c'est pas un danger grave immédiat, c'est un danger. Et là, c'est pas nécessairement une urgence. L'état du patient peut changer, son niveau de dangerosité peut augmenter radicalement, mais ce que les policiers, eux, c'est un ordre de cours d'aller chercher quelqu'un qui présente un danger, mais pas nécessairement grave et immédiat parce qu'il émane du juge. Donc, toute cette question-là, avec deux niveaux de danger, d'exiger un danger, c'est néfaste pour tout le monde. Et on le voit ici, pour le patient, pour des pauvres innocents, pour les familles. Malheureusement, c'est avec le système qu'on a. Et pourtant, c'est tellement clair, quand vous brossez le tableau que vous venez de nous brosser ce soir, avez-vous l'impression que c'est un sujet qu'on détourne un peu les yeux collectivement, que ça reste encore un tabou d'aborder les questions de santé mentale?
beaucoup, et tout le monde pense qu'ils ne seront pas touchés. Tout le monde se dit, ah, c'est pas mon fils, ça n'arrivera pas. Jusqu'à temps que malheureusement, la roulette fait que oui, c'est son fils à qui ça arrive. Fait que c'est sûr que là, on parle de schizophrénie ici, 1% de la population, c'est pas beaucoup. Les gens ne se sentent pas nécessairement concernés. Mais quand on l'est, ça devient extrêmement dramatique. Et je le répète, c'est pas comme si on n'avait pas un autre critère. Pour traiter les gens contre leur gré, on en a un autre critère. La personne n'a pas l'autocritique, est tout à fait inapte à consentir à un traitement. On a le droit de s'adresser à un juge qui va la prendre la décision à sa place. Pourquoi on ne pourrait pas avoir à peu près le même critère pour faire évaluer quelqu'un? Mais espérons que ça lance une réflexion qui va cheminer un peu, Dr Chamberlain. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça ce soir. Ça fait plaisir. Au revoir.